Nous sommes possédés par nos contenus psychiques, possédés comme s'ils étaient des dieux, disait Jung. Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Vidéo non prévue, totalement hors cursus, improvisée, tournée à la va-vite. Aujourd'hui, je viens de trouver une petite pépite, comme ça, qui illustre à merveille qu'est-ce que c'est que la propagande moderne et comment est-ce qu'on va jouer sur les affects de la population de sorte à les empêcher de réfléchir. Je vous l'ai publié sur la page Facebook Hypnomachie, c'est une image que voici. Je suis bouleversée par le suicide de Lucas, 13 ans, nouvelle tragique victime du harcèlement scolaire et de l'homophobie. Et on lui répond, oui bonjour Valérie Pécresse, c'est bien vous sur la photo, non c'est pour être sûr, donc sur la photo elle est à la manifestation contre le mariage pour tous. Il est ici question d'une personne que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, enfin je ne connais pas l'être humain Valérie Pécresse, mais en tout cas politiquement j'ai absolument aucune tendresse ni sympathie particulière pour Valérie Pécresse. Je n'ai pas vraiment d'antipathie non plus, enfin pas plus que pour n'importe quel autre politicien et autre personne qui vit du vol, de la duperie et de l'exploitation des faiblesses émotionnelles de nos contemporains. Mais donc dans cette photo, on voit donc deux prises de position de Valérie Pécresse, et la photo, le montage est fait pour nous faire considérer qu'il y aurait là une forme d'incohérence. Au départ, on voit donc Valérie Pécresse qui se positionne de façon, on va dire, compatissante, en tout cas compatissante en apparence, bon je vais pas à chaque fois dire en apparence, on a bien compris que les politiciens sont dans la représentation. Elle dirigeait sa compassion vis-à-vis du petit Lucas, 13 ans, qui se serait suicidé, donc suite au harcèlement de ses camarades, concernant son orientation sexuelle, puisqu'il semblait se considérer et se vivre comme homosexuel. Bon, outre le fait que 13 ans me semble très très jeune pour statuer avec fermeté là-dessus, je peux en effet tout à fait me relier au fait qu'il ait pu avancer dans son groupe social le fait qu'il s'intéressait à cela et qu'il ait pu en prendre plein la tronche jusqu'au suicide. Eh bon, c'est fini, oui, ça c'est une rumeur. J'ai jamais été homosexuel et encore moins pédéraste. Et de l'autre côté, on la voit donc participer à la manifestation contre le mariage pour tous, et donc il y a là une opposition dialectique qui consiste à dire bah oui Valérie, t'es contre le mariage pour tous, donc le mariage notamment pour les homosexuels, et après là tu viens te la ramener avec ta compassion pour le petit Lucas parce que il s'est fait sauter le caisson parce qu'il est homosexuel, paye ton double standard, en gros. C'est un propos extrêmement bas de gamme, symptomatique des gros sabots de notre époque et de comment on utilise les médias mainstream pour influencer le grand public non éduqué, malheureusement, et le pire, c'est que ça marche. Mais je l'ai trouvée intéressante à plus d'un titre, parce que je trouve qu'elle révèle une espèce de méta-pattern, et puis surtout une incohérence fondamentale de la pensée progressiste que je m'en vais vous livrer en pâture, et j'en discuterai avec vous avec plaisir dans les commentaires. Je vais mettre un terme à votre idéologie barbare de répartition équitable des richesses. Si on est un petit peu rigoureux, certains appelleraient ça pinailler, et qu'on analyse les éléments de langage, déjà moi j'ai un problème avec la notion d'homophobie. D'une manière générale, tous ces termes de type XXO-sceptique ou XXO-phobe, déjà on est dans de la novlangue, on va être très très clair. Eh mais t'es un minable! Et tu te crois le meilleur journaliste du monde, mais c'est incroyable ça. La phobie, c'est quelque chose de très très clair, et je n'ai jamais vu un supposé homophobe qui, voyant deux homosexuels se tenir par la main ou s'embrasser, aurait fait comme ça, non, donc non. Donc déjà là, on est dans une tentative de manipulation de l'opinion, dans le fait de rapprocher certaines prises de position d'une phobie et donc de la peur. Et dans une rhétorique naïve où il y a le fait d'être ouvert, d'être aimant, d'être disponible et d'être quelqu'un de bien, et le fait d'être petit, d'avoir peur, d'être étriqué et d'être fermé. En gros... Oh, eh ben voyons. Et donc on va valoriser naïvement le premier mindset au détriment du deuxième, sans se rendre compte que si les deux mindsets existent, c'est que nous avons littéralement besoin des deux, et les individus qui sont atteints d'atteintes neurologiques qui font qu'ils ne ressentent pas la peur, en général ne font pas de vieux os, ça a été testé notamment sur des chimpanzés, et ils se baladaient comme ça dans la forêt, ils avaient plus du tout peur des prédateurs, et bien évidemment ils sont morts prématurément. Donc déjà, dans l'usage du terme homophobie, elle reprend en fait des éléments de langage qui ne proviennent pas de sa famille politique, mais qui sont tellement rentrés dans son subconscient et dans les mœurs, elle est déjà quasiment obligée de les utiliser si elle veut se faire comprendre, donc déjà là c'est une première défaite sur le plan de la linguistique qui fait qu'elle va avoir du mal à s'en dépatouiller par la suite. Ça me paraissait important de faire ce préambule sur les termes en homophobe ou en sceptique, parce que, comme dirait Lénine, si vous leur faites avaler le mot, vous leur faites avaler la chose.
Le fait qu'il pensait que je ne m'en rendrais pas compte montre combien il me sous-estime. Oh, la chose. Pauvre petit appendice naïf. Tous ces termes-là, donc xophobe, xxosceptique, ils ont une action claire sur les psychismes et étudiée sur les psychismes. Ils polarisent le débat et, par extension, ils polarisent la pensée. C'est-à-dire qu'on va en rester à une approche purement limbique, c'est pour ça que je dis qu'il s'agit de propagande, c'est qu'on ne va pas parler aux lobes frontaux, on ne va pas parler au néocortex des individus, on va simplement essayer de les aiguiller avec une logique de camp et une mimésis, et donc on nage là encore dans les thèses girardiennes, évidemment. C'est intéressant de mettre ce modus operandi, justement, parce que je vous avais déjà expliqué dans des vidéos précédentes, que l'approche traditionnelle était fondamentalement ternaire, et que dès qu'on envisageait une problématique, une question d'un point de vue binaire, ça voulait dire qu'a priori qu'on n'était pas en train d'utiliser tout son potentiel et qu'on raisonnait simplement là comme un mammifère, mais que le néocortex va être capable, de par le fait de penser les choses de manière tripartite, voire au-delà, hein, on n'est pas obligé de se limiter au chiffre 3 évidemment, on va pouvoir saisir la complexité du monde. Toute cette manière de délivrer et de cadrer l'information, de pré-mâcher, pré-penser l'information, a pour but de présenter les choses de manière binaire manichéenne, de sorte à pouvoir vous aiguiller ensuite au niveau comportemental. Comprenez bien que ce sont des stratégies de contrôle du psychisme des gens. C'est intéressant, disais-je, de mettre cela en parallèle, historiquement, avec le 4e concile de Constantinople, en 1869, qui traitait à la base de quelle était la place dans le christianisme pour les icônes, les idoles, les images. Est-ce que vénérer une idole, est-ce que c'était encore chrétien ou pas? Est-ce qu'on était en train de faire un veau d'or quand on se prosternait devant une image du Christ, etc. Et donc, bien évidemment, tout le monde n'a pas été d'accord, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un concile. Et donc, les orthodoxes ont conservé une vision ternaire des choses, là où les catholiques sont repartis sur une vision plus ou moins binaire. Cela autour de la question des idoles, mais également, d'une manière générale, en termes de vision de l'homme. La chrétienté a préféré donc se rabattre sur une vision dichotomique de l'homme, entre le corps et l'esprit, là où l'orthodoxie, elle, a continué de soutenir une vision trichotomique avec corps, âme et esprit. Et c'est important si on veut vraiment comprendre l'essentiel du message traditionnel, cette alternance entre binaire et ternaire. Cela me semblait important de revenir sur ces quelques bases, des fois que vous découvriez mon travail avec cette vidéo, et donc de vraiment apprendre à penser les choses de manière ternaire pour éviter le dualisme, pour ne pas dire le diabolisme, de penser les choses de manière trop binaire. À part peut-être pour 2 ou 3 notions où les choses sont définitivement binaires, hein, on n'est pas à moitié enceinte, à moitié mort, etc., etc. Mais pour l'immense majorité des grandes questions de l'existence, la binarité est d'une pauvreté abyssale. Non, vraiment, le point de cette vidéo, ce qui m'a marqué quand j'ai commencé à discuter un petit peu avec les uns et les autres sous cette publication dans mon fil Facebook, c'était une espèce de double standard progressiste que je m'en vais vous dévoiler. C'était évident, c'était là devant mes yeux, et pourtant je n'avais pas pris le temps encore de vous le partager, eh bien c'est maintenant chose faite. Lorsque je questionnais un petit peu les gens et que je leur faisais remarquer qu'il y avait là un manque de nuance incroyable dans le fait de réduire le fait d'être contre le mariage pour les homosexuels à de l'homophobie, terme jamais vraiment défini, mais enfin, je vais pas reprendre leurs éléments de langage, je vais appeler ça la haine des homosexuels. Moi j'aime pas les gays. On va appeler un chat, c'est pas une peur, c'est une haine. Quand ils emploient le mot homophobe, la plupart des gens entendent haine de, hein, donc bon, très bien, pourquoi pas. Il y a très certainement des gens qui haïssent les homosexuels comme il y a des gens qui haïssent le bœuf bourguignon, pas de problème. Lorsque j'essayais de leur expliquer que je connaissais moi-même quelqu'un qui était homosexuel et qui a pourtant manifesté contre le mariage homosexuel, parce qu'il avait une complexité de pensée, une nuance, parfois ça devient difficile en 2023 de poser des nuances, eh bien, l'argument massu qui est revenu, mais qui est revenu de manière suspecte, c'est-à-dire que lorsque vous avez 6, 7, 8 personnes qui vous ressortent le même argument comme un disque rayé, c'est plus des arguments, ça s'appelle des éléments de langage. Ça s'appelle du prêt-à-penser, et donc ce sont des personnes qui se sont fait littéralement hypnotiser et qui ressortent des éléments de langage sans recul ni pondération à ce sujet. L'argument ou le pseudo-argument était le suivant: si tu es contre l'égalité des droits pour tous, alors c'est homophobe, point, fin de la discussion. Alors, j'ai sous-pesé cet argument. Cela renvoie bien sûr à l'égalité des droits, qui est une notion que j'ai abondamment développée sur la chaîne, notamment dans la vidéo sur le droit naturel, qui est strikée sur YouTube mais disponible sur Odyssée. Vous avez aussi les éléments de réponse dans la vidéo sur l'utilitarisme et dans les vidéos sur la démocratie.
parce que lorsque je l'ai branché ensuite sur la philosophie du droit, il n'y avait plus personne, et sur l'épistémologie du droit, il n'y avait plus personne. Ce qui confirme donc la thèse de la réaction pavlovienne suite à un conditionnement subconscient des esprits, et non pas une véritable réflexion sur le sujet. Une incohérence et une question extrêmement problématique. L'incohérence, c'est lorsqu'il s'agit de prendre une notion catholique, ici le mariage, hein, on va dire chrétienne pour simplifier, le mariage, et de la vider de sa substance, c'est-à-dire d'en faire déjà dans un premier temps un mariage civil, c'est-à-dire qu'on ne se marie plus devant Dieu, j'en avais déjà parlé dans la vidéo à Noël, mais qu'on se marie devant l'État, qui est tout de même nettement moins absolu, hein, comme absolu, c'est le cas de le dire. Et ben déjà on a vidé de sa substance l'essence du mariage chrétien. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. L'essence du mariage, ça fait partie des petites déviations comme ça, extrêmement fourbes et extrêmement subtiles qui peut arriver dans une tradition. Mais mariez-vous avec qui vous voulez et allez crever. On se dit, oh, ça va sûrement rien changer, mais c'est comme l'envoyer une fusée avec 1,5 degré d'écart au moment du lancement, vous l'amenez plus du tout au bon endroit. Et ce sont des manipulations extrêmement subtiles. C'est typiquement comme ça qu'un certain nombre de spin doctors manipulent la société en disant « Oh, c'est presque rien », et puis petit à petit, donc la fenêtre d'Overton se déplace, et puis à la fin, on est très très loin de l'emplacement attendu, évidemment. Donc, lorsque l'on vide le mariage chrétien de sa substance pour l'amener au mariage civil, et que l'on prend le mariage civil pour ensuite l'amener au statut de mariage gay, etc., etc., on est en train de faire quelque chose que par ailleurs la gauche progressiste déteste, ça s'appelle de l'appropriation culturelle. Une université de Boston, par exemple, avait été contrainte d'annuler une exposition sur le kimono, par respect pour le Japon. 2 étudiants du Maine avaient encouru l'exclusion de la fac pour avoir invité leurs camarades à una fiesta, ce qui était méprisant pour les Mexicains. Disney en personne avait dû retirer le costume du héros Maui par égard pour les Polynésiens, et Rob Schneider, figurez-vous l'acteur des Dents de la Mer, avait été accusé d'appropriation culturelle pour avoir cuisiné une paella dans un plat en verre. Autrement dit, quand un blanc fabrique un boomerang, il offense les aborigènes, quand un blanc achète un tipi en plastique pour Noël à ses enfants, il se moque des Indiens, et quand un blanc va se faire un couscous, il perpétue l'oppression contre d'anciens colonisés. On prend quelque chose d'une culture qui a priori n'est pas la nôtre, on la vide de sa substance et on joue avec pour en faire à peu près autre chose, c'est-à-dire on fait des Californiens maquis, on fait des blackface, on fait des rastas blancs, on fait des trucs comme ça. Moi en tant que tel, j'ai pas de problème avec ce mécanisme d'appropriation culturelle, je trouve ça même plutôt naturel et sain. Les êtres humains s'inspirent, se sont toujours inspirés depuis la nuit des temps, pas de problème. Ça n'est pas la présence de l'appropriation culturelle qui pourrait me gêner, ce serait plutôt l'irrespect vis-à-vis de la culture, mais s'inspirer, ça n'est pas manquer de respect. Faire le tri, peser le pour et le contre. Ouais, j'appelle ça enculer les mouches, moi. Ici, on voit bien qu'il y a un 2 poids 2 mesures gigantesque, hein. En fait ça n'est pas une idée, il n'y a pas de cohérence sur le plan du logos, puisque on peut faire l'appropriation culturelle quand il s'agit d'attaquer l'église catholique, par contre on ne peut pas en faire quand il s'agit d'attaquer d'autres peuplades. J'imagine qu'ensuite ce sera rationalisé avec un discours de type oui mais bon, les mâles blancs chrétiens, ce sont les oppresseurs, on peut se permettre de les opprimer. Je ne suis pas totalement blanche, il s'avère que je suis aussi un peu asiatique et il y a même du kurde en moi. Je suis une victime de l'oppression. Bon, il faudra m'expliquer comment est-ce qu'on mesure scientifiquement la quantité d'oppression. Nous ne sommes pas ici dans le logos, nous sommes ici dans le pathos, mais dans un pathos pseudo-rationalisé qui ne tient pas quand on gratte un petit peu. Voilà. Donc je voulais vous partager ce 2 poids 2 mesures que j'ai trouvé absolument criant autour de l'appropriation culturelle, parce que c'est ni plus ni moins de cela dont il s'agit, mais ils n'appliquent pas leurs propres standards quand il s'agit de l'église catholique sur laquelle on peut visiblement shooter sans vergogne dessus, puisque, je sais pas, une espèce de... En fait, c'est de la vengeance. C'est une forme de vengeance, quelque part. D'envie et de vengeance. C'est la dialectique du maître et de l'esclave. Tu l'as lu? J'écoute pas ce qu'il dit, je mate sa bouche. Il est beau, tu crois qu'on pourrait faire une Brigitte Macron inversée? Et c'est cette propension à s'identifier à la victime qui vous coupe de vos ressources, mademoiselle. Même pas vrai. C'est même un péché, l'envie, hein? Péché, ça veut dire errance. Ben oui, c'est pas tout de faire des théories bancales sur l'appropriation culturelle. Eh oui. Mais là, on perd notre temps, hein? Pas d'autres commentaires? La charge mentale? Le manspreading? Comment il t'a contenu, meuf? M'en parle pas. Je crois que je le déteste. Et toi? Valide, bah non. Ah ouais, sans argument, tu lâches la cause. Puisque on se dit, ah ouais, mais le dominant, comme ça, celui qui est supposément dominant, parce qu'aujourd'hui, la domination de l'église catholique, franchement, je pense que c'est largement fini. Une preuve de plus que le discours ne tient pas vraiment debout.
Et puis, surtout, dans toute cette histoire, c'est quels sont les droits qui doivent être égaux, puisqu'on n'est plus du tout là dans le droit naturel et dans une approche pensée, réfléchie, là encore en termes de logos du droit, on est dans l'affect pur. On confond allègrement droit et capacité, bon ça c'est pas nouveau, on a déjà parlé dans la vidéo sur le droit naturel, puisqu'ils disent en gros, les gays ou les lesbiennes doivent avoir, ou les je sais pas quoi, vous mettez les catégories du LGBTQI machin de votre choix, doivent avoir les mêmes droits que tout le monde, droit au mariage, mais à aucun moment ils se demandent, est-ce qu'il y a un droit au mariage? Est-ce que se marier est un droit? Parce que si on va par là, est-ce que être beau et bronzé sur un yacht c'est un droit? Bah y a pas de raison. J'adore la vie. J'aime la vie du matin au soir et du soir au matin. Puisqu'on ne définit pas ce qu'est un droit, bah voilà, il y a des gens, ils sont beaux et bronzés sur des yachts. Moi, j'exige d'être beau et bronzé sur un yacht, et comme ça, on peut exiger à peu près tout et n'importe quoi, mais jusqu'à l'absurde. Et jamais ces gens ne se posent la question, qu'est-ce qu'un droit? Ils pensent avec leur affect. Et ça, c'est terrible. L'affect a le droit de vivre. L'affect, c'est fondamental. En ce moment, à l'époque de ChatGPT, vous voyez bien ce que ça donne. De l'intelligence sans affect, en général, conformément au test de Damasio, ça ne donne rien d'intéressant. Donc l'affect est profondément respectable. Mais quand on fait de l'affect, on fait de l'affect. Là, on a des gens qui pensent ou prétendent penser avec de l'affect. Ça, c'est terrible. Tout comme l'inverse est tout aussi terrible d'ailleurs. Vous avez des gens qui prétendent ressentir alors qu'ils sont simplement en train de manipuler des idées d'émotions et qui sont obligés de faire des formations pour rentrer en relation avec autrui. C'est tout aussi détestable évidemment. On en parlait déjà dans la vidéo sur le coup caché de la séduction. Cette incompréhension, cette incapacité à discerner les grandes catégories de connaissances humaines n'amène qu'à une espèce de bordel dans la tête de tous ces gens, comme le disait déjà autrefois Grégoire de Nice. Grégoire, pas Brice, j'ai dit Grégoire. Grégoire de Nice qui nous apprenait déjà à l'époque que le monde pouvait être découpé en un certain nombre de catégories. Alors, la carte n'est pas le territoire, certes, mais enfin, c'est une bonne carte. Il découpait ainsi le monde entre les observations scientifiques, ce que j'appelle la raison, le logos, etc., le rationnel, la connaissance symbolique et imaginale, qui appartient donc à l'affect et à la sphère subjective, et la réalité absolue de Dieu, qu'il prétendait comme inconnaissable. Bon. Ça n'est qu'un modèle, on est d'accord, mais c'est là où vous voyez que ces catégories ne datent pas d'hier, mais on se demande parfois si ces gens sont allés à l'école. Et lorsque je parlais de cet ami homosexuel qui a pourtant été à la manifestation contre le mariage homosexuel, certaines personnes m'ont dit « Ah, c'est génial, c'est exactement comme si tu disais je suis pas raciste, j'ai un bon ami noir. » Ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Alors je comprends l'isomorphie qu'ils font, en effet. Et puis je me suis posé 5 minutes, je me suis dit mais... En logique, en termes de logos, l'affirmation « tous les signes sont blancs » peut être contrée par la vision d'un signe noir. Donc en soi, c'est génial parce qu'on se rend compte qu'on arrive à faire passer un raisonnement qui est juste pour quelque chose de faux, simplement à coup de connotation émotionnelle. Et ben c'est un très bon exemple de propagande, puisque peu importe ce que vous dites sur le fond, tant que les personnes matraqueront, martèleront encore et encore à coup de connotation émotionnelle, vous passerez pour un non-tubeur, vous passerez pour quelqu'un qui qui est un partisan de la haine, de la haine, de la haine, alors que stricto sensu, en termes de logos, le raisonnement est bon. Voilà, petite vidéo extrêmement rapide tournée au débeauté, mais j'avais trouvé cette instrumentalisation des propos de Valérie Pécresse extrêmement nauséabond, tant on était vraiment là dans le fait d'adresser un propos à la part la plus mammifère, on va dire, des êtres humains. C'est quasiment une insulte à la capacité de raisonner et de comprendre, et je me dis que tant que le siècle ne relève pas ce genre de tentative d'instrumentalisation et ne prend pas ça pour ce que c'est, c'est-à-dire une insulte vis-à-vis de leur intelligence, une tentative de capter et de rentrer dans leur esprit pour les contrôler, et puis surtout la co-création, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, d'une réalité partagée dans laquelle il n'y a pas vraiment de respect d'autrui en fait. Parce que quand vous respectez autrui, vous respectez à minima sa capacité de penser, en tout cas vous n'allez pas essayer d'en faire un objet, pour l'instant, c'est considéré par l'époque comme quelque chose de totalement normal, et à mon avis, énormément des problèmes contemporains sont liés à cette habitude qui passe crème et que les gens laissent faire comme ça, donc par cette petite vidéo, je fais ma part du colibri. Je vous laisse avec cette délicieuse citation de Chesterton. Le monde moderne est divisé entre conservateurs et progressistes. L'affaire des progressistes est de faire des erreurs, celle des conservateurs, d'empêcher les erreurs d'être corrigées. Salut Internet! Aujourd'hui, le sujet, c'est celui de la propreté. Moi, je veux une région propre. Et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage.